Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi certains livres sur le sujet du féminisme. Alors je sais bien qu'il existe de nombreux livres sur le sujet. Pour ma part, j'ai plutôt choisi une sélection de livres qui m'ont personnellement marquée. Pour moi, c'est vraiment le livre féministe incontournable par excellence. Il mêle récits autobiographiques et réflexions théoriques sur les normes que la société nous impose et les relations entre les sexes. Je te lis la 4e de couverture pour t'en donner un aperçu. J'écris de chez les moches pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclus du grand marché de la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante, qu'on nous brodit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. Dans cet ouvrage, Virginie Despentes nous relate ses expériences personnelles, à savoir tout d'abord le viol collectif dont elle a été victime, ensuite ses expériences personnelles en tant que travailleuse du sexe. L'auteur nous livre des remarques pertinentes sur les rapports entre les sexes, sur le viol, sur la prostitution et sur la pornographie. En plus, cet ouvrage est accessible, ce qui n'est pas le cas de l'essai Trouble dans le genre de Judith Butler, qui est assez ardu à lire, parce qu'il comporte beaucoup de références à des philosophes tels que Michel Foucault, Gilles Deleuze ou encore Jacques Derrida, des références qui sont très complexes pour un grand public. Alors le but de cet ouvrage n'est pas de ternir l'image des cités, mais de nous parler en fait d'un phénomène qui a tendance à être souvent banalisé, à savoir les tournantes. Dans ce récit autobiographique, Samira Belli nous raconte toutes les difficultés qu'elle a traversées suite au viol collectif qu'elle a subi à l'âge de 17 ans. À savoir le rejet de sa famille et de ses amis, ses voyages de foyer d'accueil en foyer d'accueil, ses galères, ses problèmes de santé physique et psychologique, son recours à l'alcool et à la drogue, son sentiment d'exclusion, ainsi que son travail de résilience par l'art et par l'écriture. C'est l'un des seuls bouquins qui témoigne de manière aussi authentique sur les ravages d'un viol collectif sur la vie d'un individu. Le viol, ce n'est pas anodin, c'est un événement qui peut avoir des répercussions sur une vie entière. Cela peut s'apparenter à un véritable engrenage. Par ailleurs, on se rend compte de ce qu'est la vie dans une cité, à savoir un milieu dans lequel tout se base sur des rapports de force. À notre époque, on considère que le mouvement Ni pute ni soumise est révolu, mais je crois que cet ouvrage est encore d'actualité. C'est un ouvrage collectif qui a été coordonné par Christine Delphi et qui comporte en fait l'ensemble des articles qui ont été rédigés suite à la polémique de l'affaire DSK, dans laquelle ce haut fonctionnaire a en fait été accusé de viol envers une femme de ménage noire dans un Sofitel aux États-Unis. Ce qui posait problème à cette époque, c'est que les journalistes ont cherché à étouffer l'affaire et à dire que puisque cela relève de la vie privée de DSK, qu'on n'avait pas à le juger pour ça. À vrai dire, l'affaire DSK est presque un prétexte pour cet ouvrage en fait qui cherche à pointer du doigt le sexisme ordinaire qui existe dans le langage des politiciens et des médias. En fait, on trouve aussi des références à l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant, et aussi à l'affaire Roman Polanski. Tout cela pour en venir à des conclusions similaires, à savoir qu'on cherche toujours à redorer le profil du bourreau et à dénigrer celui de la victime. Par exemple, de DSK, on disait que c'était un séducteur, tandis que la femme de ménage noire, on se demandait juste si elle était baisable ou pas. Puis de toute manière, on se disait que c'était juste une dame qui cherchait à se rendre célèbre. Dans le cas de Marie Trintignant, on disait d'elle que c'était juste une pauvre femme névrosée, alors que de Bertrand Cantat, on disait de lui que c'était un grand artiste qui a seulement cédé à ses pulsions. Même chose pour Roman Polanski, que l'on considère comme un grand cinéaste. Et d'ailleurs, il y a eu toute une élite de personnalités artistiques qui ont défendu Roman Polanski quand il y a eu cette affaire de viol sur mineur. Les médias ont cherché à faire passer la jeune fille de 13 ans pour une cruche qui en fait voulait se rendre célèbre et faire le mannequin pour devenir actrice quoi. En gros, l'ouvrage cherche à nous démontrer que l'élite intellectuelle du pays est foncièrement misogyne et que l'opinion publique excuse plus facilement un homme qu'une femme et de ce fait rend tout à fait légitime la violence masculine. C'est un ouvrage qui est assez petit mais qui contient quand même une mine de réflexion très pertinente. Alors même si le livre Quiconque théorie de Virginie Despentes traite du sujet,
et cherche à démonter certains préjugés sur l'industrie du porno. L'ouvrage d'Ovidie est exclusivement consacré à ce sujet. Dans Porno Manifesto, l'ancienne actrice de porno cherche à déconstruire toutes les idées reçues sur l'industrie du porno. Alors, l'une des idées reçues serait que les acteurs de porno, ce sont des branleurs en fait qui passent du bon temps et qui gagnent beaucoup d'argent. Alors en vérité, ils paient les impôts comme tout le monde et beaucoup d'entre eux n'éprouvent pas de plaisir à faire leur métier. En bref, que le métier d'acteur de porno ou d'actrice de porno est un métier tout à fait comme les autres. Autre idée reçue, que les filles de l'Est seraient des pauvres filles maltraitées et exploitées. Selon l'auteur, en fait, beaucoup de ces filles vivraient dans des conditions très confortables et ne seraient absolument pas à plaindre. Par ailleurs, Ovidie démonte les militants d'extrême gauche en disant que sous couvert de féminisme et de lutte contre la marchandisation des corps, veulent abolir le porno. Elle dénonce leur hypocrisie et les taxe même de puritains. L'une de ses autres cibles est le porno chic. Destiné à faire vendre des produits tout en comblant les pulsions voyeuristes du public, le porno chic serait politiquement correct alors que le porno continuerait à être dénigré. Ce livre est assez exhaustif, il traite de thématiques assez diverses, il est assez bien documenté. Il contient des interviews, il contient des portraits de nombreuses personnalités du porno féministe. Néanmoins, même si Ovidie cherche à démonter toutes les idées reçues sur le porno avec une argumentation rationnelle, je trouve que son discours n'est pas toujours très convaincant. Sur la couverture du livre, tu peux voir l'odalisque d'Ingres. Ce peintre appartenait à un courant de peinture qu'on appelait l'orientalisme et auquel on a souvent reproché de véhiculer des clichés sur le Moyen-Orient. L'auteur de ce livre a grandi dans un harem et sait de quoi elle parle. Ici, elle cherche à déconstruire tous les clichés occidentaux qui peuvent exister sur les harems et sur le monde arabe en général. Ce qui m'a amené à lire ce bouquin, c'est en fait un article de presse que j'ai lu dans la revue Psychologie et dans laquelle l'auteur en fait disait que sa culture, la culture musulmane, était beaucoup plus féministe que la culture occidentale. Alors évidemment, beaucoup de ses propos ont créé des controverses dans l'opinion publique. Selon elle, l'islam est tout à fait compatible avec le féminisme. Elle ira même jusqu'à dire que le port du voile était préférable à l'impératif de la minceur et de la taille 38 en Occident, puisque ces standards qu'on impose à la femme occidentale, par le biais des médias, de la publicité ainsi que des revues, peut engendrer un manque d'estime de soi chez la femme occidentale. La raison pour laquelle j'avais envie d'évoquer ce livre, c'est parce que je trouvais ça intéressant de confronter le regard d'une femme orientale qui peut avoir en fait un regard extérieur sur la culture occidentale et ses représentations. Alors je ne sais pas si on peut vraiment considérer son ouvrage comme féministe. En tout cas, l'auteur a été très critique envers Simone de Beauvoir, ainsi que des écrivaines telles que Marguerite Duras, Xavier Gautier, Benoît de Groot ou encore Annie Leclerc. Annie Lebrun appartenait au courant surréaliste aux côtés d'André Breton et accusait les néo-féministes de vouloir éradiquer la mythologie et la poésie. Pire, elle accuse les néo-féministes d'être des donneuses de leçons qui voudraient en fait imposer un modèle utopique d'égalité homme-femme, mais tout ceci au prix d'une désexualisation de l'humanité et d'une obsession à vouloir éradiquer la différence entre les sexes. Enfin, elle s'attaquera au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui est devenue en fait une sorte de bible pour les féministes. Elle reproche à la célèbre philosophe d'être complètement fanatisée par ses idées, de manquer d'objectivité et de tenir des propos contradictoires. Pour ma part, j'ai lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je trouve que cet ouvrage est exclusivement théorique et ne repose sur aucune expérience personnelle vécue. Après tout, Simone de Beauvoir, c'était juste une jeune fille de bonne famille qui n'a jamais subi de violences sexistes dans sa vie. Alors que dans les livres dont je t'ai parlé précédemment, eh bien, la plupart des auteurs se fondent quand même sur leur expérience de vie pour te livrer des réflexions personnelles. Christine Alfi est une féministe néo-marxiste. Donc l'ennemi principal fait référence au système capitaliste. L'auteur assimile la famille à une entreprise et compare en fait le rapport de pression qui peut exister entre le patronat et le prolétariat et celui qui existe entre l'homme et la femme au sein d'un foyer. Pareil, son ouvrage reste essentiellement théorique.
Dans cet ouvrage, l'auteur attaque l'élite républicaine et le mouvement Ni Pute Ni Soumise pour en fait avoir récupéré la cause féministe à des fins politiques. Cette élite, en fait, qu'elle qualifie de straight, à savoir blanche, mâle et hétérosexuelle. Par ailleurs, Marie-Hélène Boursier te livre en fait une réflexion critique sur certains ouvrages dont je t'ai déjà parlé, à savoir Dans l'affaire détournante de Samira Belin, Porno Manifesto d'Ovidie, ainsi que King Kong Theory de Virginie Despentes. Et elle te parle aussi d'un autre bouquin que j'ai lu il y a déjà longtemps, qui s'appelle Madonna, érotisme et pouvoir. C'est un ouvrage collectif qui a été rédigé par plusieurs intellectuels, parmi eux Jean Baudrillard. Ils te livrent leur point de vue sur Madonna, icône subversive par excellence des rapports de genre. Je te déconseille la lecture de ce livre. Je trouve que les propos qui y sont tenus sont neuneux et dénués d'intérêt. Cet ouvrage ne propose aucune réflexion critique et véhicule des idées complètement rétrogrades sur le sexe féminin. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.